Bonjour tout le monde, voilà donc c'est le septième cours de nouvelles technologies et didactique des langues. Petit à petit on progresse, on était au milieu, on s'approche pas de la fin encore, mais petit à petit on avance. Aujourd'hui on va parler de l'hybridation, enfin donc des formations hybrides et de l'articulation entre le présentiel et le distanciel, ce qui sera un peu curieux dans cette période où on est complètement à distance mais où on espère redevenir un jour un peu hybride. Donc voilà, donc on va parler de ça avec le travail des collègues de Grenoble, donc principalement Elke Nissen et Charlotte Dejean qui ont travaillé là-dessus. Donc on va regarder une petite vidéo de Grenoble et du MOOC qu'ils ont fait, donc du MOOC FN Lang, dont on a déjà parlé et qu'on a déjà observé sur le côté utilisation du web social. Ensuite, on va travailler sur l'écrit et l'amélioration de l'écrit ou en tout cas les modifications qu'apportent les nouvelles technologies à l'écrit. Un gros sujet, bon qu'on n'aura pas le temps de traiter complètement certainement parce que c'est énorme. Hein, je veux dire, vous avez bien vu en fait, bon vous êtes de la génération déjà tout numérique, donc vous êtes né avec un ordinateur dans votre berceau, à peu de choses près. Donc vous avez toujours utilisé cette technique-là. Ma génération, non. On a commencé évidemment par prendre des notes sur des petits bouts de papier avant de passer à l'informatique. Et on a vu dans l'informatique un peu toute la succession des choses, toute la succession des technologies qui ont pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ordinateur fixe avec un gros clavier bien solide à l'ordinateur portable, à la tablette, éventuellement à la reconnaissance graphique en fait avec des stylets, etc. Donc plein de choses en fait qui se sont beaucoup modifiées et qui ont certainement changé notre rapport à l'écriture, aussi dans la manière dont on va restructurer, retravailler les textes et dans la manière dont on va utiliser les propriétés évidemment de l'hypertexte, puisque l'Internet et pas mal de choses en fait liées aux nouvelles technologies, c'est beaucoup de l'hypertexte, enfin c'est uniquement de l'hypertexte, et donc justement ça permet de créer des liens entre les différentes textualités. Donc c'est intéressant à voir, c'est intéressant de voir tout ça et de revoir aussi la question donc de la révision des textes, de l'hypertexte. Et il y a une troisième chose en fait qui est la disparition progressive de l'écriture manuscrite. Je veux dire, il y a déjà un certain nombre de lieux en fait où on apprend beaucoup moins l'écriture manuscrite. Alors évidemment, pour beaucoup de gens, c'est une perte. Je veux dire, ça veut dire qu'on ne pourra plus écrire en l'absence de technologie, en fait, qu'on ne pourra plus, même si on était dans une caverne, tout d'un coup, prendre un bâton, le brûler et écrire avec la pointe sur les murs de la caverne. Je veux dire, donc c'est des gros changements, en fait, qui sont en cours dans le domaine de l'écriture. Oui, et puis voilà, le troisième point, donc mis à part la restructuration des textes et l'hypertextualité, c'est bien évidemment cette question de la diffusion des textes en fait. Donc là, l'Internet a permis à tout le monde d'être producteur de textes qui vont potentiellement connaître une audience majeure. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'écrire quelque chose, de le publier, que ça rencontre son public. Là maintenant, bon, tout le monde écrit, tout le monde produit des textes qui sont visibles par tout le monde. Évidemment, ils ne rencontrent pas tous un succès fou, au contraire, parce qu'il y a une telle profusion que c'est quand même difficile de faire le. Alors soit on fait le buzz évidemment en disant des choses suffisamment provocantes pour que tout le monde les regarde et vous dénigre ou vous trouve génial, soit évidemment on passe complètement inaperçu le plus souvent au milieu de toute cette vaste production textuelle de l'Internet. Donc c'est un thème vraiment très intéressant et ça va changer un peu les rapports qu'on a avec l'écrit et la manière aussi dont on enseigne l'écrit. Alors j'en profite aussi pour dire qu'on va travailler là tout à l'heure, ou demain plutôt, si, voilà, si tant est que ce repérage temporel a quelque sens dans quelque chose d'enregistré.
C'est-à-dire que mercredi prochain, on va avoir un exposé en fait sur IFProf, donc le réseau des profs de français qui a été lancé par l'Institut français. Donc c'est Angèle et Sandra qui vont nous faire un exposé là-dessus en fait. Donc ils vont certainement faire ça très bien, mais éventuellement j'y reviendrai en fait parce que c'est moi qui ai lancé la partie États-Unis, enfin le site pays États-Unis en fait d'IFProf. Donc éventuellement j'y reviendrai, je vous raconterai un peu mon expérience en fait autour de ça, puisqu'on est parti, vous voyez que là ils en sont à 3670 membres. Je pense que quand je suis parti des États-Unis, donc il y a 2 ans, on avait déjà largement dépassé les 2000. Bon, ça continue à grandir évidemment. Donc on a lancé ça avec une prof qui est de l'État de Washington, Catherine Housselin, au départ. Donc petit à petit, des professeurs se sont inscrits et ont partagé des ressources, des informations, etc. Donc c'est un réseau social, un peu sur le modèle de réseau social professionnel, entre très lointains guillemets, c'est un peu sur le modèle de Facebook. Mais bon, Angèle et Sandra vont nous en parler, donc je reprendrai éventuellement le cours, la suite de leur exposé la semaine prochaine. Voilà, donc pour le moment, on va regarder en fait donc ce qui est formation hybride en langue. Et donc là, c'est la première vidéo où du MOOC des Fun Langues, où Elke Nissen nous explique ce que c'est que les formations hybrides en langue. Si vous êtes là, c'est pour en savoir plus sur ce qu'est la formation hybride en langue. Cette vidéo cherche justement à répondre à cette question, ainsi qu'à celle de savoir pourquoi en mettre une en place. La formation hybride peut s'illustrer par la formule suivante. 1 plus 1 égale 1. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux modes, le distanciel et le présentiel, sont combinés et articulés en une formation en langue cohérente. Si vous concevez une formation de ce type, la réflexion porte ainsi sur les deux modes à la fois, l'un étant non seulement complémentaire de l'autre, mais les deux forment des parties inextricables d'un tout cohérent. L'articulation entre les deux modes apparaît ainsi comme la clé de voûte des formations hybrides. Ils s'inscrivent ensemble dans la visée des objectifs d'apprentissage ciblés par la formation. Vous avez sans doute une expérience de la formation entièrement face à face. La formation hybride ne correspond pas seulement à celle-là à laquelle on aura ajouté quelques activités numériques ponctuelles et plus ou moins optionnelles. Mais c'est donc un type de formation différent dans laquelle le présentiel et aussi le distanciel sont modifiés par rapport à une formation qui se déroulerait entièrement en présentiel ou entièrement en ligne. Certains utilisent également le terme anglais « blended learning » pour parler de ce type de formation. Lorsque vous le rencontrez, il faut simplement vérifier ce que recouvre exactement ce terme. Car dans un grand nombre de publications, le mélange d'éléments de nature différente, tels que les modes asynchrone et synchrone, ou une pédagogie active et une pédagogie passive, est désigné de blend, alors que la formation hybride, dans le contexte francophone, a une acception plus limitée et se réfère aux deux modes à distance et en présence. Spécifions un peu plus quel est le rapport entre ces deux modes. Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement de la formation aux apprenants, on choisit généralement un mode dominant. C'est dans ce mode que le scénario pédagogique est explicité et le détail des consignes fournies, et c'est souvent ici que les apprenants passent le plus de temps. Dans les formations hybrides en langue existantes, on observe que ce n'est pas nécessairement le présentiel qui est choisi comme mode dominant. Certaines retiennent comme mode dominant le distanciel. Parlons maintenant d'une composante qui est peut-être spécifique aux langues, dans la définition de ce qu'est une formation hybride. Il s'agit de l'interaction, qui a lieu en ligne et en présentiel et qui fait partie intégrante de ce type de formation en langue. Contrairement aux autres disciplines, en plus d'être un moyen, l'interaction est aussi un objectif de l'apprentissage. Dans la plupart des formations hybrides en langue, elle est même un objectif majeur. On peut observer que les formations qui n'ont initialement pas prévu d'interaction en ligne, après une première mise à l'épreuve,
ont tendance à l'introduire. Cette interaction consiste à minima en la proposition d'un contact avec le tuteur et peut aller jusqu'à l'élaboration collaborative de tâches avec des pairs de la même formation ou à l'extérieur. Vous pourrez trouver de nombreuses raisons pour concevoir ou adopter une telle formation, et les principales sont d'ordre pédagogique, de flexibilité spatiale et temporelle et financier. Commençons par les raisons pédagogiques. Un rapport fréquemment cité, écrit par le département de l'éducation des États-Unis, souligne l'efficacité de la formation hybride dans l'enseignement supérieur. Cette méta-analyse de publication sur la formation à distance indique que les étudiants de formation en ligne ont en moyenne de meilleurs résultats que ceux dans les cours présentiels et que ce sont les étudiants des formations hybrides qui ont les meilleurs résultats. Un autre argument que vous pouvez aussi souvent rencontrer est que la formation hybride combine le meilleur des deux modes distanciel et présentiel qui la composent. Cela ne va cependant pas de soi et suppose une ingénierie adéquate, comme le rappelle Graham. Je reviendrai sur les particularités de chacun de ces modes dans une autre vidéo. La formation hybride est également vue comme une opportunité pour passer d'une stratégie transmissive, encore trop souvent pratiquée à l'université, à une pédagogie active, par exemple par le recours à la résolution de problèmes ou à un apprentissage collaboratif. L'interaction, à nouveau, est un élément fondamental de cette pédagogie active. Si le contact avec les différents acteurs de la formation en dehors de la salle de cours est facilité par les technologies, encore faut-il qu'il soit inscrit dans le scénario pédagogique des formations. Cette interaction peut prendre des formes diverses. Celle d'un accompagnement par un enseignant, celle de l'interaction entre pairs, celle de l'ouverture du cours vers l'extérieur à travers un contact et une interaction avec des apprenants géographiquement distants, c'est-à-dire une télécollaboration, ou bien avec d'autres personnes dans les réseaux sociaux, par exemple. Les arguments d'accessibilité et de flexibilité sont peut-être ceux auxquels vous auriez pensé en premier. Afin d'augmenter le temps d'exposition des apprenants à la langue, de plus en plus de cours de langue introduisent des activités à distance. Et le nombre d'heures en salle de cours étant souvent jugé insuffisant, cela permet une pratique de la langue plus continue. Regardez le témoignage suivant à ce sujet. Tous les ans, je donne des questionnaires à remplir à mes étudiants à la fin de l'année et ces questionnaires ont montré que les étudiants travaillaient très peu en dehors de nos cours d'anglais en salle. Ils déclaraient travailler environ 30 minutes par semaine pour 2 heures de cours. Pour cette raison, j'ai commencé à leur donner des vidéos à regarder dans des espaces dédiés de notre université, avec des feuilles de compréhension à remplir. Ensuite, en cours, on utilisait les informations qu'ils avaient recueillies pour nourrir les activités de groupe. Dès que j'ai pu, je suis passée à un travail de compréhension en ligne, ce qui a permis de faire un travail plus ciblé avec des exercices interactifs. La formation hybride permet aussi de compenser un nombre de salles ou de cours limités ou de pallier à des salles trop petites. En plus de cela, le distanciel asynchrone est apprécié pour la flexibilité qu'il donne en termes de gestion du temps. Pour cette raison, la formation hybride peut convenir à des étudiants ayant des engagements en parallèle de leurs études tels qu'un travail, un stage ou un sport de haut niveau. Cet argument est aussi valable pour le domaine des langues pour spécialistes d'autres disciplines, l'ANSAD, où les groupes sont souvent composés d'étudiants de différentes filières et universités. Certains ont du mal à trouver un créneau horaire qui leur convient et choisissent une formation hybride parce qu'ils peuvent ainsi alterner le présentiel avec celui d'un autre cours ou bien limiter leur venue sur le campus à des horaires qui, parfois, les arrangent peu. Pour ce qui est des raisons financières, certaines institutions misent sur une large utilisation des mêmes ressources numériques par un grand nombre d'apprenants et sur le besoin réduit en salle de cours pour faire des économies. Mais pour ne pas vous faire de faux espoirs, je tiens à préciser que le nombre d'heures à prévoir pour les ressources humaines, que ce soit pour l'encadrement des étudiants ou pour la conception des formations,
n'est pas susceptible de baisser, tout au contraire. Parfois, la mise en place de formations hybrides relève d'une incitation ou d'une demande institutionnelle. À la rentrée 2012, l'UFM de Montpellier a ouvert la première année du Master des métiers de l'enseignement primaire, Master Éducation-Formation, en bref MEF, sous la forme d'une formation hybride. Celle-ci était accessible aux étudiants dont la situation personnelle ne permettait pas l'assiduité et s'adressait donc principalement aux étudiants salariés ou aux étudiants qui avaient une situation familiale ou médicale particulière. Cette formation proposait des savoirs disciplinaires et professionnels identiques au Master MEF. En 2012-2013, elle concernait 19 étudiants. Dans ce cadre, l'UFM de Montpellier m'a sollicité afin que j'élabore et dispense un cours hybride de 20 heures dont le contenu disciplinaire et les modalités de contrôle des connaissances étaient identiques à l'UE d'anglais qui était prévu dans la maquette de première année de master. Maintenant que j'ai précisé ce que j'entends par formation hybride dans le domaine des langues et que nous avons énuméré un certain nombre de raisons pour les introduire, nous sommes intéressés de connaître votre expérience de ce type de formation. Rendez-vous sur le forum. Voilà, donc vous voyez hein, l'intérêt de distinguer un peu un certain nombre de choses en fait, dans les formations hybrides. Bon, évidemment, distinction entre le présentiel et distanciel, les modes dominants de formation, enfin le mode dominant de formation entre le présentiel et le distanciel. Bon, nous, on est maintenant passé donc là complètement en distanciel, ce qui fait qu'évidemment le mode dominant est le distanciel. Vous voyez aussi l'intérêt en fait, enfin les modifications qu'ont induit les nouvelles technologies en fait, un renforcement probablement du travail à domicile, des possibilités d'accès aux ressources. En particulier pour la formation en langue. Bon, on a vu que bon, très probablement, il y aura plus, on va y avoir de plus en plus de formations hybrides avec une partie à distance pour bien des raisons. Hein. D'une part, parce qu'on a une accessibilité de toute une série de documents authentiques en langues étrangères qui favorise de beaucoup l'apprentissage, hein, parce que bon, Elk ici n'en parle pas, mais bon, vous avez plein d'avantages hein, à la multiplication des supports qu'on peut trouver sur l'Internet. Ne serait-ce que par exemple la diversification des modèles de prononciation et des modèles de syntaxe, de morphologie, etc., où on peut trouver tout de suite en ligne des modèles authentiques. La diversification des possibilités d'interaction. On a regardé l'autre jour un petit peu Second Life. On peut avoir une interaction en langue étrangère avec des gens de plein de langues maternelles différentes à travers Second Life. Éventuellement, d'ailleurs, on pourrait l'organiser en fait pour que ce soit pas aléatoire, mais qu'on se donne des rendez-vous avec des gens qui parlent une langue qu'on souhaite apprendre pour échanger des cours de langue dans cet univers virtuel. Je veux dire, donc plein de possibilités en fait qui changent complètement la donne. Le modèle, le fait qu'on ait accès à des modèles authentiques, bah, ça change tout. Si vous, je veux dire, il y a des années en fait, mes parents travaillaient sur un projet d'enseignement télévisuel en Côte d'Ivoire. Donc le fait que tout d'un coup en fait rentre dans la classe un modèle qui était diffusé par la télévision. En plus du modèle véhiculé par l'enseignant, a complètement changé en fait l'accent des élèves. Les élèves parlaient le français avec l'accent de la télévision et non plus avec l'accent de leur maître. Donc ils s'étaient mis à une espèce d'accent français standard et non plus à un accent ivoirien. C'était tout à fait surprenant comme changement, comme énorme changement en fait dans les pratiques. Donc on peut parier là qu'on a déjà les mêmes choses en fait sur du présentiel, distanciel et sur l'utilisation de documents authentiques. Je vois évidemment les jeunes, les gens de la nouvelle génération qui ont été perpétuellement exposés à de l'anglais, à la télévision, avec des médias, etc. Eh bien, ils ont un accent bien meilleur en fait en anglais et en général une manière de parler l'anglais bien plus proche d'une langue authentique que les gens de ma génération ou même d'avant. Hein. C'est complètement différent. Je veux dire, donc on a cet intérêt évidemment des ressources qu'on peut trouver sur l'internet, donc qui font qu'on ne repassera plus
à des formations uniquement en présentiel. On va toujours maintenant exploiter aussi les ressources de l'Internet. C'est la même problématique qu'on verra tout à l'heure en fait avec l'évolution de l'écriture liée aux nouvelles technologies. On verra qu'on est très difficile de revenir à un état précédent des choses une fois qu'on a commencé à travailler autrement. Donc ensuite, il y a évidemment la nécessité en fait la nécessité d'avoir ce type de formation-là, en cas de crise sanitaire comme maintenant, en cas d'impossibilité à réunir les gens tous en même temps à un même moment dans un lieu donné, donc l'économie des temps de transport, etc. Je veux dire, il manque toujours quelque chose, mais on essaye petit à petit de s'habituer, en fait, de travailler. En fait, vous avez vu qu'on a nous-mêmes progressé pas mal depuis le début du confinement. D'une part dans la maîtrise des technologies, d'autre part dans le fait que ces technologies deviennent naturelles en fait. Je veux dire, elles ne sont plus une barrière aux interactions. On arrive à interagir de manière plus ou moins naturelle. Je veux dire, c'est pas encore parfait, mais ça va le devenir de plus en plus. On va arriver à interagir, à discuter. Il manque toujours la proximité physique, je veux dire, mais ça, on va la retrouver un jour ou l'autre. Et dans l'hybride, en fait, évidemment, on alterne les phases de proximité physique et de distance. Ensuite, il y a un grand changement, évidemment, dans qui fait quoi, en fait, dans les modes de diffusion, en fait, des ressources et des œuvres. En fait, vous voyez que moi, par exemple, j'ai choisi de mettre les vidéos sur YouTube parce que la plateforme de l'université avait du mal, en fait, à accueillir des vidéos de cette taille-là. Donc, ça change complètement le rapport aussi avec l'institution. C'est-à-dire que l'institution va devenir quelque chose de peut-être plus lointain, en fait. L'institution verra des avantages de son côté, comme l'économie, par exemple, de l'entretien et même de la location ou de l'achat, de l'investissement dans des salles de cours. Mais par contre, sera obligé d'investir plus massivement dans des nouvelles technologies. D'autre part aussi, on peut voir en fait que dans certains modèles, en fait, alors on n'en est pas encore là pour les profs, parce que les profs ont bien du mal probablement à générer des revenus à partir de leurs cours, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est déjà le cas par exemple pour les formations en langue des cadres des grandes entreprises qu'on fait à distance. Ça, c'est payé comme des cours particuliers. Donc, en fait, vous travaillez en indépendant ou avec une société qui vous fournit des élèves et vous gagnez de l'argent à travers ce type d'activité-là. Mais on voit, en fait, quand on regarde la diffusion sur l'Internet des œuvres, je pense par exemple au site d'un ami écrivain, qui est un très très bon écrivain, qui a été longtemps dans le domaine de l'édition papier, qui a édité plein de livres aux éditions de Minuit, François Bon, donc qui est passé maintenant complètement à la littérature numérique et qui autoproduit en fait ses livres, qui les vend. Je veux dire, il fait tout lui-même en fait. Donc il est sorti en fait de cette espèce de réseau, des éditeurs et c'est un entre-soi entre guillemets des éditeurs et des auteurs qui travaillent sur du papier et il vend lui-même ses productions maintenant. Il écrit, il met en page, il diffuse, il fait des vidéos, je vous en montrerai une éventuellement, sur la littérature contemporaine. Donc c'est tout à fait différent, évidemment, de ce qui se passait avant. Donc c'est un modèle aussi complètement différent. Alors c'est pas simple, hein, évidemment, le changement de modèle économique ne se fera pas dans la simplicité, ni probablement dans la douceur. Parce qu'en fait, on voit que, pour l'instant, par exemple, pour le cas de la musique, en fait, c'est principalement les grosses plateformes qui s'enrichissent au détriment des artistes. Donc, ça ne pourra pas durer éternellement comme ça, puisque évidemment, il faut des artistes pour produire des contenus, des artistes ou des auteurs ou des profs ou des locuteurs ou des que sais-je encore, pour produire des contenus qui seront véhiculés par les plateformes. On l'a vu, hein, on a vu la transition. Hein, je veux dire que maintenant, en fait,
De plus en plus, en fait, les plateformes fournissent la technologie et les contenus sont fabriqués par les internautes. Donc, c'est un changement assez radical, en fait, dans la manière dont est organisée la société. Alors, on n'en est pas encore là, évidemment, pour les cours, hein, je viens de vous le dire, en mentionnant certains exemples, mais ça pourrait arriver finalement assez vite. Et dans ce cas-là, on reviendrait à une idée ancienne de ce que c'est que l'université. En fait, c'est-à-dire que l'université, c'est une communauté d'apprenants et d'enseignants donc, qui échangent autour de thèmes qui leur sont chers, alors qu'on a découpé en disciplines comme la philosophie, la linguistique, la littérature, les mathématiques, etc. Donc on a découpé un peu le savoir humain en thèmes. On leur a découpé différemment si on venait d'une autre culture. On fait des redécoupages petit à petit. Mais l'université, donc, c'est cette communauté d'étudiants et d'enseignants qui travaillent ensemble à la recherche de l'amélioration de techniques ou la construction de savoir, en général à la construction de savoir en commun. Donc on peut très bien imaginer que ça redevienne ça sur l'Internet. Enfin, d'ailleurs, c'est en train de se passer. Je veux dire, et on le voit arriver à travers les MOOC, c'est-à-dire que les gens sont plus localisés à un endroit, mais on peut avoir des élèves sur un peu tous les continents qui vont regarder ce que vous faites, qui vont collaborer avec d'autres élèves. C'est une situation nouvelle, complexe, évidemment, parce que les réalités sont très différentes d'un continent à l'autre. Les réalités économiques, entre autres, sont très différentes. Le fait de faire partie d'une communauté maintenant, de savoir, en fait, devrait permettre en fait à tout le monde de circuler aussi librement pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir communiquer, etc. Mais le fait même justement que ce ne soit pas nécessaire de se déplacer maintenant pour communiquer va probablement aussi changer complètement la donne dans les déplacements internationaux. Donc ça pose beaucoup de questions, cette articulation de l'hybride entre présentiel, distanciel, entre synchrone et asynchrone aussi, puisqu'on peut se retrouver en fait en synchrone sur une même plateforme au même moment, ou enregistrer des choses et les partager. Voilà, donc vous voyez que ça change complètement la donne en fait, et on n'a pas encore réfléchi à tous les enjeux que ça peut avoir. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu des étudiants là, qui commençaient à travailler en fait sur avant d'aller en France, en fait, c'est des étudiants qui allaient partir en stage en France. Avant d'aller en France et avec le concours d'étudiants qui y étaient déjà allés, qui avaient enregistré des vidéos sur place, etc., ils fabriquaient des duplications de l'université ou de la ville où ils allaient aller pour les exploiter en réalité virtuelle. Je veux dire, après, ça doit être tout à fait étonnant. Moi, je n'ai pas encore expérimenté ça, mais je veux dire, vous êtes dans une ville en réalité virtuelle, puis après, vous découvrez la ville en vrai, et c'est pratiquement pareil. Donc, est-ce que cette concurrence entre le réel et le virtuel va complètement changer la réalité, ou est-ce qu'au contraire, elle va la mettre en valeur comme une expérience exceptionnelle par rapport à des expériences qui sont un peu des ersatz de réalité? Toutes ces questions-là sont ouvertes à travers ce qu'on est en train de faire. On reviendra sur certains exemples en fait, de formation hybride, hybride, donc intermédiaire entre le distanciel et le présentiel, avec des dispositifs qui sont pensés pour ça directement, qui n'arrivent pas comme ça tout d'un coup parce que justement on est complètement contraint de le faire, mais qui sont pensés, réfléchis pour être des modules complets. Bon, moi, quand j'ai vu arriver la situation, évidemment, de la pandémie, hein, au premier semestre, enfin au dernier semestre de l'année dernière, au deuxième semestre de l'année dernière, on a tous été un peu pris de court, en fait, et donc on n'avait pas forcément les plateformes nécessaires, les habitudes de travail nécessaires. Mais donc, évidemment, je me suis mis à réfléchir à ça, parce que j'avais déjà réfléchi aux questions de formation hybride à travers à travers les différents enseignements que j'avais pu donner en nouvelles technologies et enseignement des langues. Et donc j'ai pensé à ce dispositif-là, donc évidemment à des vidéos enregistrées à disposition tout le temps.
puis ensuite un espace en visioconférence pour l'interaction. Donc une sorte de classe inversée, parce que ça me paraissait évidemment pas possible de faire 2 heures et demie de cours magistral ou plus ou moins interactif à travers Zoom. Je pense que ça doit être totalement épuisant. Je ne sais pas qui arrive à faire ça, mais bon, vous me raconterez éventuellement vos expériences. Moi, je ne suis pas à votre place, en tout cas. Donc voilà, donc on en est, donc on va passer à autre chose, donc qui est la question de l'écrit en fait, et comment on écrit, enfin, qu'est-ce que les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies changent à la production écrite, hein, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Donc on retourne dans le MOOC de nos collègues de Liège et on va regarder le dernier module qu'ils viennent de mettre en ligne, donc qui s'appelle donc je développe l'écrit. J'ai été donc là sur les impacts du numérique sur l'écrit, hein. Donc impact dans le précédent, donc vous avez des choses sur l'oral, hein. Donc vous avez évidemment des choses aussi qui vont avoir un impact sur l'oral, donc avec ce qu'on avait vu à intégrer le numérique dans ma classe. Et donc là on va regarder en fait la partie sur l'écrit, donc où il y a une partie qui s'appelle écrire. Écrire avec les autres en ligne, voilà, et donc c'est une interview de Carsanti du Québec. Donc c'est intéressant de voir aussi que nos collègues en fait francophones, je veux dire, probablement les Belges sont plus des francophones que les Français d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'univers francophone et ils vont chercher assez facilement des choses au Québec aussi. Ou en Afrique, c'est assez différent. Je veux dire, ils ont une perception probablement moins prétentieuse que les Français, tout simplement, parce que les Français ont un peu le sentiment d'être toujours le centre de la francophonie. Et bon, je vous rappelle que ce n'est plus le cas. Voilà. Donc dans l'autre cours de francophonie, là, on a étudié il n'y a pas longtemps une légende québécoise. Enfin, il y a vraiment plein de choses partout, hein, en fait, dans tout l'univers francophone, plein de choses qui sont absolument passionnantes. Thierry Carsanti, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes professeur à l'Université de Montréal, vous détenez la chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation et vous êtes également directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignant. Par rapport au développement des compétences scripturales avec le numérique, alors à l'heure actuelle, il y a une multitude d'outils, d'applications qui permettent d'écrire aux autres, avec les autres, pour les autres. Quels peuvent être les impacts, oui c'est ça, quels peuvent être les impacts de l'utilisation de ces applications-là, de ces outils-là, sur le développement des compétences scripturales. Vous avez effectué des recherches aussi dans ce domaine-là. Oui. D'abord, c'est un débat qui est très... C'est un sujet très sensible, je dirais, parce que plusieurs personnes que j'ai rencontrées, des experts, disent que les élèves ont besoin de sentir le crayon, le papier. Bon, nous, on s'est amusé, on a posé la question à des gamins qui nous disent bon, on n'a pas vraiment besoin de sentir ça. Hein. C'est des personnes plus âgées qui croient qu'on a besoin de sentir. Ouais, parfois, il y a certaines enquêtes qui sont diffusées dans les médias où on veut nous faire croire que prendre des notes avec un appareil électronique en classe, ben, ça, on a de moins bons résultats. Mais quand on regarde comment les recherches ont été faites, on dit mais c'est absolument ridicule. On donne des ordinateurs à des jeunes qui n'ont jamais eu l'habitude de prendre des notes à l'ordinateur en classe. On leur demande de prendre des notes, mais on ne regarde pas ce qu'ils font. Et puis il y en a d'autres qui sont assis sagement devant et qui prennent des notes papier-crayon parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais ceux qui ont eu les ordinateurs, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ben, ils n'ont pas pris de notes. Ils sont allés sur les réseaux sociaux. Et donc, on ne peut pas comparer la même chose. Celui qui prend des notes à l'ordinateur, il peut les partager, il peut les éditer, il peut remettre des choses, il peut déplacer des paragraphes. Et donc c'est faux, cette recherche qui a montré que, oui c'est vrai, quand on donne des ordinateurs de façon aléatoire en salle de classe, et qu'on ne regarde pas ce qu'ils font à l'ordinateur, même si on leur demande de prendre des notes, ben oui, on aura de moins bons résultats. Mais quand on regarde ce qu'ils font, ben c'est parce qu'ils ne prennent pas des notes que les résultats sont moins bons. C'est pas la prise de notes à l'ordinateur qui est déficiente.
l'objectif d'apprendre à écrire à l'école, c'est quoi? C'est d'apprendre à bien écrire, d'apprendre à écrire peut-être plus vite parfois, d'apprendre à écrire des textes plus longs. Les technologies, et bon, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, permettent peut-être d'écrire avec d'autres. Les études qu'on a faites sur le numérique, c'est tout à fait pour moi révélateur. On a regardé, au Québec, on a en fin d'année au lycée, des épreuves qu'on appelle gouvernementales, où les élèves doivent faire une rédaction avec un certain nombre de mots et des paramètres et tout. Cette rédaction, ils ont beaucoup de temps pour la faire. On parle par exemple pour les plus jeunes en 6e de 500 mots, c'est relativement court, mais on leur donne 3 heures pour faire ça, 3 heures pour réviser leur texte, le retravailler. Ce qu'ils font avec papier-crayon, les élèves, les bons, vont se relire, vont corriger certaines fautes. Combien vont tout reprendre pour déplacer un paragraphe dans leur composition? Alors sur l'étude qu'on a faite auprès de plus de 2000 élèves, aucun. Aucun, parce que pour eux c'est inadmissible, on est jeunes, on a 13, 14 ans, on ne va pas tout effacer pour nous remettre un paragraphe en haut. Ceux qui font la même dissertation avec les outils numériques, ils vont non seulement corriger leurs fautes, etc., mais vont aussi déplacer des phrases, déplacer des paragraphes, restructurer les éléments du texte, ce que les autres ne font pas. Donc, il y a un potentiel. Maintenant, c'est pas parce que le potentiel est là que les jeunes vont le faire nécessairement. Le rôle de l'enseignant est très important. Les technologies aussi, ça permet l'écriture collaborative. Avant, ce n'était pas possible. Il y a des outils maintenant qui permettent d'écrire un texte à plusieurs. Des outils qui permettent à l'enseignant de voir qui a contribué au texte collaboratif aussi, au texte collectif. On a mené une expérience aussi, on a des jeunes qui sont en difficulté en français, justement sur une plateforme toute simple où ils rédigent 2 heures par semaine en plus de leur cours régulier. Et la personne qui les aide au niveau de l'écriture, comme elle est plus rapide, c'est une enseignante, et donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des commentaires qu'elle peut gérer jusqu'à 8 élèves en même temps. Donc les élèves sont en grande surcharge cognitive, ils écrivent un texte, et il y a l'enseignant qui de temps en temps vient mettre un commentaire en posant des questions, et puis certains de cet accord, vous avez pu vérifier ça. Et donc les élèves gardent des traces aussi, donc ils commencent en début d'année, ils voient qu'au début il y a plein de fautes, il y a plein de commentaires, et ils voient qu'au fil des mois, au fil des semaines, ils écrivent plus vite, et c'est ce feedback finalement qui est donné par l'enseignant qui les aide à devenir de meilleurs scripteurs aussi. Donc, ce qu'il faut voir, c'est pas les technologies comme une panacée pour le remède au problème de l'écriture, parce qu'il y en a en France, il y en a au Québec, il y en a partout. Ce qu'il faut voir, c'est comme un outil qui a un immense potentiel qu'il faut savoir actualiser. L'écriture collaborative, c'est tout un monde à découvrir pour les jeunes. Et ça permet... C'est pas que ça donne une pause à l'enseignant, ça permet d'aller chercher le feedback d'autres personnes aussi. Pourquoi en salle de classe on a un modèle, il n'y a que l'enseignant qui doit donner du feedback, pourquoi pas les autres élèves aussi? D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut dire que l'usage des technologies est une incitation à la qualité des productions écrites? Est-ce que ça a un impact sur la qualité également? Quand on sait qu'on va être lu par ses pairs et plus seulement par son prof, est-ce qu'on a envie de mieux écrire ou de prêter plus attention? C'est ça, donc c'est la technologie, pas nécessairement, mais si on dit aux élèves que votre texte sera diffusé, là à ce moment-là, tout à fait, là on est tout de suite porté à porter plus attention. Et plusieurs études que nous avons réalisées l'ont clairement montré. Le fait de travailler justement avec le numérique et de savoir que ce sera public après, et même chez les tout petits, quand on voit qu'il y aura des choses qui sont mises sur Twitter et que tout le monde pourra lire et tout, donc à ce moment-là, on peut vraiment faire un plus grand effort. Donc il y a cet aspect de visibilité sociale où est-ce qu'on finalement faire quelque chose pour son enseignant, ça va, c'est bien, mais faire quelque chose qui sera public pour ses pairs, on sera porté à mettre plus d'efforts. Il y a aussi le fait que les technologies permettent plus facilement de mettre plus d'efforts. J'ai dit tout à l'heure, une copie de papier, devoir tout refaire, c'est embêtant pour un élève, c'est démotivant, il faudrait tout recommencer, alors qu'avec le numérique, c'est pas compliqué, on prend le paragraphe, et nous, on a observé avec des vidéos des élèves en situation d'examen qui faisaient une dissertation, et on a vraiment vu ces élèves qui déplacent des phrases, qui vont déplacer des paragraphes quand ils se relient. Donc, on dépasse réellement la simple correction, est-ce qu'on va corriger certains accords qu'on a oubliés, etc. Là, on voit vraiment les élèves qui retravaillent la structure du texte, la syntaxe, et ça devient vraiment intéressant. Les technologies permettent aussi, au niveau de l'enseignant, au niveau du feedback, quelque chose de tout à fait novateur. Souvent, on voit dans des, je ne sais pas, au Québec, dans les dissertations, c'est marqué reformulé. Alors l'élève voit ça, et on a interrogé les élèves là-dessus, puis les élèves ne savent pas quoi faire avec ça. Bon, ils comprennent que c'est mal formulé, on ne leur donne pas de modèle, on ne leur donne pas d'indication, donc ils reformulent
sans trop savoir par où aller. Alors, parce que s'ils avaient su du premier coup que c'était mal formulé, peut-être leur quelque chose autrement. Ouais. Mais les technologies permettent de donner des exemples. Donc on peut des fois, si on corrige de façon numérique, mettre un lien vers la petite leçon où est-ce qu'on a montré finalement comment structurer la phrase, comment faire ci, comment... Et donc, ces exemples-là sont intéressants. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Voilà, donc vous voyez, bon, c'est un sujet évidemment passionnant, hein, cette manière dont le numérique et les nouvelles technologies en général ont remodelé complètement la manière d'écrire et la qualité des productions. Donc vous voyez que c'est à la fois une question de technique en fait, parce que bon, une fois qu'on a saisi du texte, le retravailler avec du numérique et obtenir un résultat propre et facile à lire, c'est beaucoup plus simple. Donc, et ça permet en fait de faire des modifications structurelles du texte beaucoup plus grandes que ce qu'on faisait du temps où on écrivait sur du papier et où il fallait évidemment tout recopier pour déplacer un paragraphe, hein. Donc là, le couper-coller, ça marche très bien. Les corrections, donc on va être poussé en fait à produire finalement des meilleurs textes grâce à la technologie. On va aussi prendre une habitude, en fait, probablement, de voir, bon, si on est formé pour ça, je veux dire, s'il y a un enseignant qui supervise un peu ce qui se passe, on va aussi prendre l'habitude de retravailler ces textes d'une manière beaucoup plus professionnelle, j'allais dire, que ce qu'on faisait avant. Et il y a un autre enjeu, évidemment, qui est énorme, donc dans ce que formule Thierry Karsanti, eh bien, c'est l'utilisation de la collaborativité rendue possible par le numérique. Collaborativité, donc évidemment, un phénomène essentiel, hein, je veux dire, pour la fabrication de textes. Donc vous avez vu que en fait, cette question de la collaborativité, c'est vraiment un des thèmes centraux en fait, des enjeux des nouvelles technologies, hein. Je veux dire, donc là, on pense tout de suite à plusieurs choses quand on est dans le domaine du français langue étrangère. D'une part, on pense à l'écriture collaborative ou au projet collaboratif, comme par exemple ce qu'on pouvait faire avec les simulations globales. Donc pour l'apprentissage des langues, là, on pourra faire aussi des choses merveilleuses avec les nouvelles technologies dans le domaine des simulations globales. Donc vous vous rappelez, une simulation globale, hein, c'est cette création en fait d'un espace commun dans lequel on va situer des actions et des interactions linguistiques, comme par exemple l'immeuble de Bizère ou l'entreprise ou autre. Alors là, les nouvelles technologies vont pouvoir apporter des choses assez extraordinaires. Bon, ne serait-ce que dans le classement des productions au départ, je veux dire, si vous faites dans une classe, vous faites chacun un personnage qui se présente, qui se décrit, dont on dessine une image ou dont on fabrique un avatar. Là, ça enrichit beaucoup les nouvelles technologies, évidemment, et ça permet de classer en fait toutes les productions dans un fichier des personnages. Par exemple, chaque élève va fabriquer son personnage qui va jouer dans la simulation globale. Eh bien, il pourra le décrire. Moi, je l'ai fait au début des nouvelles technologies, en fait, quand on avait encore des ordinateurs qui étaient assez à l'aise avec le texte, mais pas très à l'aise avec les images, l'audio, et surtout pas, certainement pas avec la vidéo. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, en fait. Vous pouvez très bien aller vous créer un avatar sur, par exemple, Second Life ou d'autres logiciels qui permettent de créer des personnages. Hein, je veux dire, ensuite, vous pouvez le décrire. Donc, ça va lui donner une réalité bien plus grande. Vous pouvez créer un univers complet aussi, par exemple, dans Second Life ou dans un jeu comme les Sims ou d'autres jeux de construction d'univers, en fait. Et donc là, évidemment, les nouvelles technologies vont apporter beaucoup de choses à la créativité et à la possibilité de collaboration et entre autres de télécollaboration avec des joueurs multiples. Donc je vous rappelle que ça, vraiment, cette question de collaboration en ligne, c'est un des enjeux essentiels des nouvelles technologies. Vous avez plusieurs exemples, hein, évidemment, dont on a parlé déjà un petit peu ici, comme Wikipédia, par exemple. La fabrication d'un savoir collectif en ligne, c'est aussi quelque chose d'assez passionnant et c'est quelque chose qui est possible maintenant et facile grâce aux nouvelles technologies et grâce à des outils justement comme Wikipédia ou d'autres outils d'élaboration de connaissances collectives. Vous avez même des gens qui fabriquent un système d'exploitation ou plusieurs systèmes d'exploitation à travers les différentes distributions de Linux.
Donc Linux, vous savez que c'est un système d'exploitation qui repose sur la version publique d'Unix. Le code de Unix au départ a été porté dans une version publique que tout le monde peut modifier en fait. Et donc vous avez des communautés de développeurs qui modifient le système d'exploitation Linux. Bon, le premier c'était Linus Torvald, donc, qui est un ingénieur informaticien qui a lancé cette idée-là. C'est pour ça que ça s'appelle Linux, puisque c'est un mélange entre son prénom Linus et le X de Unix. Donc, et là, vous voyez que bon, c'est quelque chose qui marche très très bien, qui est utilisé par beaucoup de monde. Moi, j'utilise la version, enfin la distribution Ubuntu parce qu'elle est très simple en fait à installer. Et ça s'installe automatiquement. Ça marche mieux que Windows et que iOS sur Mac. Donc voilà. Donc là aussi, il y a des possibilités de télécollaboration. De collaboration en ligne absolument extraordinaire. C'est vraiment un des trucs en fait qui va se développer dans les années qui viennent. C'est cette espèce de fabrication d'une intelligence collective avec toutes les modalités de collaboration rendues possibles par l'Internet. Et peut-être en fait on va voir apparaître aussi d'autres formes en fait où la collaboration, enfin vous voyez que là l'identité en fait de l'individu s'efface un peu derrière le collectif. C'est un peu comme ce que pouvaient être des sociétés dites primitives dans pas mal de pays où on avait plus de collectifs que d'individuels. Donc là, il y a un changement aussi qui est en train de s'opérer à travers tout ça, et c'est passionnant. Ce sera passionnant de le réfléchir, de continuer à le réfléchir et de continuer à l'observer en train de se réaliser sous nos yeux. Et puis, évidemment, le dernier élément dont je n'ai pas parlé, en fait, donc c'est tout ce qui est mise en ligne, partage et destinataire. Donc, fabriquer quelque chose pour un destinataire, évidemment, donc ce qui permet de sortir de la classe, en fait, c'est évidemment beaucoup plus motivant que de fabriquer quelque chose pour son enseignant. Donc, d'écrire en se mettant en situation réelle, en fait, en se projetant le plus possible dans une situation réelle. Donc, on l'a vu dans les usages du web social. Hein. Je veux dire, quand on écrit et qu'on fait quelque chose avec l'écriture qui suppose un vrai destinataire, c'est évidemment beaucoup plus motivant et beaucoup plus intéressant que quand on écrit pour son professeur. Vous voyez qu'on a supprimé en fait toutes les situations complètement artificielles du genre racontez vos vacances quand vous revenez après les vacances de Noël ou après les grandes vacances d'été, parce que là, bon, à qui s'adresse ce texte sinon à votre professeur? Donc, je veux dire, on a supprimé ce genre de choses pour aller vers des choses qui sont plus inscrites dans une vraie situation de communication. Donc ça, je crois que c'est un acquis. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas, en fait. Et justement, là, les nouvelles technologies donnent un public potentiel beaucoup plus large. Hein, on l'a vu dans ce que montrait François Mongenod, par exemple. Je veux dire, là aussi, il faut réfléchir, effectivement, à des situations de production qui prennent de la concrétude, si j'ose dire, hein, comme les situations de correspondance de classe, qu'on doit évidemment réfléchir pour qu'elles restent intéressantes au fur et à mesure des productions. Voilà donc un peu ce qu'on peut dire sur l'écriture. Hein, donc, voilà, inscription dans une vraie situation de communication, collaborativité et impact purement technique des nouvelles technologies qui offrent des techniques bien supérieures en fait à ce qu'on peut faire avec un papier et un crayon. Voilà, on va mélanger tout ça hein, certainement dans les temps qui viennent. Vous voyez que maintenant apparaissent aussi des choses qui permettent de prendre des notes de façon plus naturelle sur une tablette. Enfin, bon, il y a plein de choses qui vont apparaître, plein de modalités d'écriture qui vont apparaître et sur lesquelles on va travailler dans les années qui viennent.